14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. On a tous besoin d'être admirés et c'est vrai ça dès la naissance. C'est pourquoi le bébé a tant besoin du regard de sa mère et ensuite de son père pour se construire narcissiquement. Mais il y a un autre besoin tout aussi essentiel et celui-là on en parle moins et je vous propose qu'on l'aborde ensemble aujourd'hui avec Sandy Boulanger qui est mon invitée. C'est le besoin de reconnaissance et dans reconnaissance il y a naissance. Comme si être reconnu, eh bien, c'était une naissance à soi-même, ou plutôt, on pourrait dire une seconde naissance. L'enfant a besoin d'être reconnu. On sait par exemple la souffrance des enfants qui ont été abandonnés dès la naissance, ou les enfants qui n'ont pas été reconnus par leur père. Et ce besoin de reconnaissance, c'est pas tout à fait la même chose que l'admiration. Être reconnu, apte à faire, être capable de réussir, être une personne bien. Bref, cette reconnaissance, elle ne nourrit pas spécialement le narcissisme, mais elle renforce la confiance en soi, l'estime de soi. Et tout est là, puisque c'est la confiance en soi et l'estime de soi qui nous arment pour la vie. Il nous aide, tout ça, ça nous aide à traverser les épreuves. Alors, ce besoin de reconnaissance, on peut le trouver dans tous les domaines. On le trouve évidemment dans le domaine affectif, mais également dans le domaine professionnel, artistique, sportif. Et c'est de ça dont on va parler avec Sandy Boulanger et avec vous, bien sûr. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et pour ça vous nous appelez au 0826 300 300. Sandy Boulanger, on a trouvé ce sujet d'émission l'autre jour ensemble en discutant. Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire Je suis ravie qu'on aborde ce sujet parce que on a l'impression que c'est un thème effectivement qui est comme ça galvaudé, qui coule de source, alors qu'en fait il est plutôt complexe et de venir le visiter, le questionner, le regarder, je pense, est très aidant justement pour la relation à soi-même et la relation aux autres. Donc dans tout ce que vous dites, c'est effectivement cette nécessité de comprendre que la reconnaissance, elle est de deux sortes, une reconnaissance de soi-même et une reconnaissance de l'extérieur. Donc c'est endogène et c'est exogène. Et ça, du coup, c'est pas du tout la même façon de venir nourrir ces aspects-là. Et puis donc il y a cet aspect de reconnaissance intellectuelle. On a besoin, c'est ce qu'on fait beaucoup au travail. On a oublié souvent que le salaire était la reconnaissance d'un travail. On a besoin d'autres choses aussi au niveau professionnel. Donc il y a cette reconnaissance intellectuelle, cette reconnaissance affective. C'est important aussi de se sentir aimé. Aimer et puis être aimé. Et il y a aussi cette reconnaissance physique. C'est quand même un grand thème aussi aujourd'hui, notre apparence, cette reconnaissance. À quoi est-ce que on peut être assimilé? Comment est-ce qu'on est perçu? C'est très important dans notre monde où on fait beaucoup de photos. Et quelle différence vous faites entre l'admiration, être admiré et être reconnu? Alors, moi, ce que j'en dirais, c'est plutôt quelque chose de symbolique. L'admiration, c'est comme si on avait déjà un point de vue où on regarde l'autre, il est plus haut. Voilà, donc d'être admiré, c'est comme s'il y avait déjà un décalage de posture, alors que la reconnaissance, c'est pas forcément mis plus haut sur un piédestal. Cette admiration met sur un piédestal, la reconnaissance pas forcément. Donc vous êtes d'accord avec le fait que la reconnaissance n'a pas à voir avec le narcissisme tel qu'on l'entend dans notre société actuelle, justement très narcissique, où tout le monde a besoin d'être, de mettre des photos les plus belles de soi pour être admiré. En fait, c'est peut-être cette recherche de narcissisme et peut-être nuit peut-être à la compréhension de ce qu'on a peut-être plus besoin, justement, de reconnaissance. Exactement, parce que cette admiration, c'est un peu comme manger du fast-food. Ça fait du bien sur le moment, mais ça ne s'inscrit pas, ça ne nourrit pas. La reconnaissance, elle va venir nourrir quelque chose de nous. En profondeur, oui. En profondeur et dans la relation à l'autre. Donc il y a quelque chose effectivement de beaucoup plus dense et d'essentiel, je pense. On peut avoir besoin d'admiration, c'est pas pour autant que c'est mal, mais ça se loge pas au même endroit. Et parfois, à trop vouloir de l'admiration, on ne comprend pas qu'on manque de reconnaissance. Donc vous êtes d'accord avec ce que je disais, ça nourrit l'estime de soi et la confiance en soi, la reconnaissance. C'est ça, alors que l'admiration va être plutôt effectivement dans du narcissisme, où on a après le mythe de Narcisse, où dans cette admiration, on s'y perd en fait, puisqu'il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de croissance, donc pas d'évolution.
Alors, dans les différents domaines, on peut avoir des échecs ou des réussites. Il est évident que les réussites vont nourrir cette reconnaissance. Les échecs peuvent un petit peu l'abîmer, donc ça c'est déjà quelque chose qu'on comprend bien. Un échec amoureux, par exemple, ça va blesser la reconnaissance d'être capable d'être aimé et être capable d'aimer. Oui, dans cette reconnaissance, il y a l'estime de soi qui s'épuise chaque jour, j'ai envie de dire, quand on se couche et qu'on doit restimuler chaque matin. Et puis il y a la confiance en soi aussi. Donc ces deux parties-là vont avoir besoin d'être nourries. Elles vont être aussi abîmées au fil des expériences. Effectivement, de vivre une rupture, on va perdre l'estime de soi, on va perdre parfois confiance en soi aussi. Et puis quand on a des soucis au travail, ça va être la même chose. Quand on a vécu des choses très difficiles dans l'enfance, il y a une construction de l'estime de soi parfois qui n'est pas faite. Donc il y a toujours cette course à la reconnaissance parce qu'on n'a jamais été reconnu, ou alors au contraire il va y avoir cette dureté, ce côté très 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 sévère, très rigide, parce qu'on n'a pas pu construire cette reconnaissance, donc on va rester très distrait et très froid. Et c'est pas du tout genré, c'est pas plus masculin que féminin comme comportement, mais c'est révélateur de traumatisme d'enfant. Oui. Et je parlais d'ailleurs des enfants qui n'ont pas été reconnus. On sait à quel point ça peut être une souffrance. Ils vont passer leur vie à essayer de retrouver le géniteur. Et parfois, quand ils vont le retrouver, ils vont être terriblement déçus. Mais on voit bien que derrière ça, c'est une sorte de quête de reconnaissance. Oui, c'est ça. La construction de notre identité qui ne s'arrête jamais, en fait. Elle évolue avec l'âge. Elle commence effectivement par l'enfance et cette reconnaissance du nom. Voilà, se nommer, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis après, quand on grandit, il y a cette reconnaissance affective. Et puis il y a cette reconnaissance à l'adolescence du groupe, donc des autres, où on a besoin d'avoir effectivement une reconnaissance extérieure. Donc tous ces apprentissages-là qui se font jusqu'à la fin de l'adolescence, quand ça ne s'est pas bien passé, c'est sûr qu'à l'âge adulte, ça ne se passera de toute façon pas bien. Maintenant, il y a des expériences de vie qui peuvent être choquantes à l'âge adulte, comme une maladie, comme un burn-out, qui du coup vont venir rompre la confiance en soi, l'estime de soi. Et là, effectivement, on va devoir aller reconstruire une reconnaissance pour pouvoir se relever de ces échecs ou de ces étapes-là. Alors, vous, Sandy Boulanger, qui travaillez dans les EHPAD et avec les personnes en fin de vie, vous diriez quoi, les personnes qui sont en fin de vie, qui font parfois le bilan, j'imagine, ont manqué la plupart de reconnaissance, ou est-ce que le fait de s'être reconnu permet de passer plus facilement de l'autre côté, j'imagine? Je pense effectivement qu'il y a un endroit où de toute façon la fin de vie est une épreuve. On n'est pas tous outillés de la même façon. Je pense quand même que quand on a nourri la reconnaissance dans ces trois niveaux-là, c'est-à-dire qu'on a accepté de tomber, de chuter, de se faire piétiner parfois par la vie et de quand même se relever. Je pense qu'il y a un endroit, effectivement, on a réussi à acquérir cette possibilité à dire oui aux expériences de vie. Il y a quelque chose de l'ordre aussi de l'humilité. Quand on sent qu'on a besoin de reconnaissance, parfois ça peut venir aussi nous toucher dans notre ego, justement. Et on peut refuser ce besoin-là comme si c'était un peu une fragilité. Mais avoir besoin de reconnaissance, c'est pas mal. C'est pas une défaillance. C'est une vulnérabilité, je crois, qui nous permet au contraire d'avoir accès à quelque chose de beaucoup plus construit, de plus poétique et effectivement en fin de vie ça peut aider d'avoir eu ce parcours-là initiatique. Et c'est pas toujours une histoire d'âge, parce que des personnes en fin de vie, il y en a de tout âge. C'est, je crois, aussi une façon de vivre, une philosophie de vie, et comment est-ce que on arrive encore une fois chacun à s'outiller. Je pense que l'émission que vous partagez permet d'acquérir ces outils-là aussi au fil du temps, de pouvoir se questionner et puis se reconnaître. Donc, merci de proposer ce thème.
Et puis, vous travaillez beaucoup sur le toucher, Sandy Boulanger. On peut se sentir reconnu aussi grâce à un geste, à un bon moment. Je crois que ça, c'est peut-être aussi important à le dire. Il n'y a pas que la parole, hein. Il y a aussi le langage du corps. Exactement. C'est cette partie justement de la reconnaissance extérieure où parfois on ne va pas passer par le mental, on va directement passer par les émotions. Donc il y a une reconnaissance affective par l'extérieur, sans mots, donc c'est très symbolique, mais en même temps il y a du toucher. Donc c'est une relation de confiance qui est très ouverte, qui n'est pas possible tout le temps. Ça arrive effectivement que ça puisse pas se faire parce que il y a beaucoup trop de peur, c'est inhabituel ou ça paraît être trop intime. Donc parfois effectivement les personnes que je peux accompagner peuvent avoir beaucoup de mal dans ce toucher, mais quand même ce que je vois majoritairement, c'est que c'est comme un réceptacle en fait, ce contact-là, un réceptacle à peur, à joie aussi, où on peut enfin se déposer, comme dans le creux d'une main peut-être, se sentir être vulnérable et finalement tout aussi puissant, et puis pouvoir dire les choses et les vivre, parfois même sans mots, tant le lien est habité et puissant. Eh bien maintenant on va vous donner la parole. Venez nous raconter comment vous avez eu le sentiment d'avoir été reconnu ou au contraire quelle serait votre blessure de manque de reconnaissance sur Sud Radio 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Sandy Boulanger, sexothérapeute, relaxologue, et nous évoquons aujourd'hui la reconnaissance. Et on commence avec vous, Célia. Bonjour. Bonjour Sandy, bonjour Brigitte. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Alors déjà, je voulais valider ce que vous avez dit, qui résume un petit peu ce que j'avais prévu de dire dans l'acheminement personnel, et je voudrais juste rajouter, avant peut-être de parler de mon expérience, qu'effectivement, je pense qu'il y a plusieurs reconnaissances, celle qu'on valide quand on est parent auprès de nos enfants, et celle qu'on valide soi-même au cours de la vie, à travers nos expériences, nos échecs et nos réussites. Voilà, donc... Pour revenir à mon expérience, moi j'ai pas forcément eu toutes les reconnaissances petites parce que mes parents n'avaient pas forcément confiance en eux. Donc j'ai eu un parcours où j'ai eu de la reconnaissance dans certains domaines et pas forcément dans d'autres. Et j'ai cherché un temps à cette reconnaissance toujours extérieure. Et je pense que finalement j'ai trouvé un équilibre quand j'ai choisi moi-même de me reconnaître à travers mes propres expériences et de valider quelque chose qui, après de l'extérieur, me dit « mais tu as confiance en toi, mais comment se fait-il avec toutes ces épreuves ?» Voilà, on me questionne et j'ai une fermeté d'existence qui permet de dire « là, je me reconnais et je me valide dans ta situation. » Mais ce qui est important, Célia, c'est de reconnaître qui on est, ses forces et ses faiblesses, en fait. Et c'est vrai que si on attend trop des autres, quelque part, les autres ne nous voient pas forcément tel qu'on se ressent. Hein. Alors, je dirais, je nuancerais un petit peu ça. Oui, je pense qu'en fait, il y a, si moi-même en tant que parent, en validant, en reconnaissant l'identité, les prouesses et en admirant, en émerveillant nos enfants, en étant émerveillés de les mettre presque sur un piédestal quelque part, ça permet aussi pour eux d'avoir de l'estime et puis se dire je suis superbe. Et je pense qu'une fois que ça s'est validé, on n'a pas forcément besoin, à partir d'un certain âge, d'aller chercher à l'extérieur. Là où je serais plus nuancée, c'est qu'effectivement, après, quand on est à l'âge adulte, la reconnaissance qu'on n'a pas forcément expérimentée plus jeune, c'est dans le partenariat affectif ou relationnel, où l'autre, on est à la fois exogène et interne. Je sais pas, Célia. Vous savez, il y a des gens qui sont tout à fait bien dans leur vie affective et qui vont plutôt rater leur vie professionnelle, d'autres c'est l'inverse. C'est pas aussi. Je pense que justement la reconnaissance, elle peut être plus facile dans certains domaines que dans d'autres suivant les gens. C'est ce que je voulais dire. Alors, je rectifie peut-être, c'est simplement que ce qu'on n'a pas validé entre guillemets petit doit être validé plus tard, mais ce qu'on ne peut pas valider, je dirais plus jeune, c'est pas cette estime
l'intime, dans l'affectif, c'est dans la relation à l'autre ou dans l'intimité. Il y a quelque chose qui se joue où on est à la fois avec l'autre, mais où on donne une partie de soi. Et là, je pense que par rapport à la discussion que j'ai eue dernièrement avec des couples, hommes et femmes, il y a cette reconnaissance de l'autre qui peut être nécessaire. Alors, peut-être que ça a un enjeu avec l'enfance, effectivement, où il y a des choses qui n'ont pas été entendues dans nos parts, mais il y a une vulnérabilité dans le couple, dans l'intime, qui fait que, quelque part, on a besoin de valider. Mais Célia, je crois que c'est la fragilité humaine. Qui qu'on soit, on a toujours besoin de reconnaissance de la part des autres, même si on croit qu'on a fait le chemin et que ça y est, on est solide comme un roc. Je sais pas ce que vous en pensez, Sandy. Je me demande en fait, avec les éléments que vous êtes en train de nous donner, quel pont est-ce qu'on est en train de faire et de quelle reconnaissance dans ce couple? De quoi parlez-vous? De quelle reconnaissance et que vous semblez retrouver avec vos amis? Alors, je dirais que c'est pas la reconnaissance de soi, c'est peut-être, je sais pas si c'est ce terme, ça me paraît un peu trop galvaudé, mais dans la reconnaissance affective, j'entends à travers mes amis, des couples qui traversent des difficultés, c'est qu'il n'y a pas forcément un problème d'amour, c'est qu'il y a un besoin que l'autre nous reconnaisse dans nos facultés, dans ce qu'on a fait, dans nos tâches, dans notre quotidien, dans ce qu'on s'implique à l'autre. Qu'on soit valable. Oui, qu'on soit valable en disant mais qu'est-ce que tu as fait de ta journée, mais là. Et c'est pas pareil qu'être admiré, hein. Et on voit bien. C'est une sorte de validation de notre capacité à être. Et ça, c'est très important. On peut avoir effectivement une belle carrière, on peut très bien s'aimer en couple, etc. Sauf que si l'autre ne nous valide pas dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on a œuvré, dans la partie qu'on donne à l'autre, que ce soit sexuellement, que ce soit affectivement, que ce soit dans les tâches ménagères, dans la garde des enfants, dans le chien, le chat, vous voyez. Mais j'entends bien maintenant ce que vous me dites, Voilà, et vous voyez, Célia, je crois que c'est très intéressant ce que vous dites parce que ça met en lumière effectivement un peu un phénomène de société aujourd'hui où on doit être au taquet sur tous les sujets. C'est-à-dire que même dans le couple, il y a limite, c'est une course à la reconnaissance. Oui. Donc du coup, il y a un sentiment de perfection sur toutes ces reconnaissances. Donc il faut être capable sexuellement, il faut être capable intellectuellement, il faut être capable gustativement, culinairement parlant. Enfin, il faut avoir toutes les casquettes. Donc je pense que c'est de cela dont vous parlez. Et effectivement, là pour le coup, on bascule dans du narcissisme. C'est-à-dire que le propre de la reconnaissance, c'est que c'est structurant, ça nourrit, donc ça apaise. Et c'est ce que vous disiez, Brigitte, en début d'émission aussi, c'est qu'au fil du temps, ça évolue. C'est ce que vous disiez aussi, Célia. Il y a un moment où quand ça c'est acquis, ça pèse en nous. Donc on a moins un besoin viscéral d'aller le chercher, soit de chez nous, soit chez les autres. Mais là, quand ça reste comme ça un peu... Et aussi, la reconnaissance, c'est un stimulant quand même. C'est ça qui est beau aussi dans le... Oui, et puis surtout, je crois, enfin il me semble, c'est que lorsqu'on a la reconnaissance, quel que soit le domaine, et prenons le domaine amoureux, puisque c'est quand même cette émission, on parle surtout de ça. Si on a une certaine reconnaissance, c'est-à-dire qu'on se reconnaît comme étant aimable, lorsqu'il nous arrive un chagrin d'amour, une rupture, on va pas s'écrouler, ça va faire mal, on va avoir un moment difficile, mais on ne s'écroulera pas. Si on n'est pas, on ne se sent pas reconnu comme étant aimable, c'est là où en effet on s'écroule. Et c'est pour ça que ce besoin de reconnaissance, il est fondamental. J'ai envie de dire, c'est les fondations de l'être. C'est ça. C'est ça. Et je pense qu'effectivement, les couples que j'entends, les crises qui peuvent exister, alors est-ce qu'il y a une barrière mince entre le narcissisme, ou en tout cas dans ce domaine-là, c'est un peu particulier parce qu'il y a vraiment le don de soi et cette vulnérabilité. Quand on rentre chez soi, on a besoin de se ressourcer. Si l'autre, il ne nous écoute pas dans notre moment de faiblesse et qu'il attend toujours tout de nous, ou qu'on n'arrive pas à dire, il peut y avoir des couacs ou, comme vous disiez tout à l'heure, cette estime de soi. Moi, j'ai vu des personnes qui ont une très grande confiance, puis d'un seul coup, une grande crise en disant mais moi, l'autre, il me regarde plus comme ça, ou moi, j'ai l'impression de faire jamais assez. Et en fait, si on accompagne en médiation quelque part ces personnes-là,
tout bien, tout honneur, on s'aperçoit qu'il y a un dialogue qui se manifeste et que peut-être derrière, il y a des reconnaissances qu'on n'a pas validées de très loin, qui fait qu'on va chercher effectivement chez l'autre. Mais c'est pas évident parce que je pense que dans le couple, c'est pas le couple en lui-même, c'est le fait de vivre H24 et de rentrer avec soi, avec chacun un petit bout de soi et avec ses bagages qui peuvent être parfois bons comme bien négatifs. sûr. Et si on n'accepte pas la vulnérabilité, je pense qu'après on n'est plus dans l'existence de l'estime, mais peut-être dans le narcissisme après. Oui, mais je pense qu'il faut avoir des outils. Vous savez, c'est un peu la Voltaire. Il faut avoir des outils pour cultiver tout cela aussi. C'est pour ça que voilà, la thérapie de couple est très appropriée justement au bout d'un certain temps, parce que tout ne coule pas de source, effectivement. Et puis au bout d'un moment, on peut avoir des différends qui finissent par être des conflits, ou parfois ça arrive même très tôt dans la relation. Et c'est pour ça que ces reconnaissances qui ne sont pas toujours logées au même endroit en fonction de nos histoires de vie, on ne peut pas attendre sans le dire que l'autre nous fournisse ces réparations-là, puisque l'autre n'a peut-être pas les mêmes besoins au même endroit aussi, de la même façon. Donc c'est apprendre à communiquer finalement aussi. Oui, puis j'avais une question parce que, en tout cas, côté féminin, il n'y a pas de problème de remise en question. Alors chez les hommes, ils peuvent se remettre en question en parlant à une tierce personne non connue, mais ils ont plus de mal, a priori, à aller voir un thérapeute parce qu'ils ont la pression, alors pas tous, mais je sais pas, qui peuvent dépasser tout. Et on s'aperçoit que s'ils parlent à une tierce personne lambda, ils ont plus de facilité à dire ou à se remettre en question. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça ? Parce que, il y a des fois une communication qui peut être galvaudée quand... Mais c'est parce que les hommes ont plus de mal à parler de leur intime que les femmes, qui sont plus à l'aise avec leurs émotions et leurs sentiments. Et quand on a du mal avec son intime, on parlera plus facilement à un étranger qu'à quelqu'un avec qui on est justement dans l'intime. D'accord. Et puis parfois aussi, les hommes peuvent être plus synthétiques aussi. Une fois qu'ils ont cet état de sécurité, peut-être il y aura moins de descriptifs dans l'échange. Donc ça sera plus synthétique et plus direct. C'est pas qu'ils ont une faculté à aller plus à l'essentiel ou à la compréhension. C'est simplement dans la façon de s'exprimer que ça peut être différent. Oui, ça j'ai remarqué, c'est plus synthétique chez les hommes et c'est peut-être c'est une reconnaissance peut-être du côté poétique de chacun et des fonctionnements différents, et quand on les vide et qu'on comprend que l'autre fonctionne différemment mais qu'il a la même valeur, je pense qu'on peut traverser une bonne estime de soi, de l'autre et de la relation. Voilà. Eh bien, merci en tout cas Célia d'avoir commencé avec nous. On va continuer bien sûr tout au long de ces 2 heures de parler de ce besoin de reconnaissance, mais dans un instant nous retrouvons notre Sexy News, c'est Fleur Chéri qui nous rejoint. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Sandy Boulanger, on va retrouver notre Sexy News, Fleur Chéri, qui aujourd'hui aborde un tout autre sujet qui n'a absolument rien à voir avec la reconnaissance, mais avec Sandy Boulanger, puisque vous êtes l'autrice de Remets ton slip en place. C'est vrai. Et je me suis dit que c'était justement le bon moment pour savoir si les slips moulants étaient oui ou non un problème pour la fertilité masculine, si un sous-vêtement pouvait rendre stériles les hommes. Alors cette question, on se la pose un petit peu tous, et si on a cette question en tête, c'est qu'il y a une grande étude qui est parue en 2017, et elle a été menée par une université américaine assez sérieuse, elle a été très médiatisée, et elle a démontré que sur 600 hommes qui souffraient de problèmes de fertilité, le port de sous-vêtements amples pouvait améliorer la qualité du sperme à hauteur de 25%, donc c'est assez significatif, par rapport à ceux qui portaient quotidiennement des sous-vêtements serrés. Alors pourquoi ? Parce que si les testicules sont situés à l'extérieur du corps humain, c'est qu'ils ont besoin d'un petit peu plus de fraîcheur. Ainsi, les testicules qui seraient trop comprimés, au chaud, pourraient de façon momentanée avoir une spermatogénèse au ralenti. Cependant, l'étude reposait bien sur une catégorie de population qui avait déjà des problèmes de fertilité, et les chercheurs précisent bien que ces résultats ne sont pas à globaliser sur l'ensemble d'une population saine. Donc il n'y aurait pas de problème, c'était des gens qui avaient parfois un seul testicule et pas 2, ou des gens qui avaient vraiment des spermogrammes un petit peu difficiles. Alors aujourd'hui, on le sait, cette population saine souffre quand même de plus en plus de la dégradation de fertilité. En 40 ans, la concentration spermatique a chuté de moitié chez les hommes dans les pays plutôt développés. Mais la raison de cette chute sont moins le fait du choix de notre vestiaire que à
regarder du côté des polluants présents dans les grandes villes, de la sédentarité ou de la consommation de toxiques comme l'alcool et le tabac. Donc a priori, c'est pas parce qu'il y a un slip un peu serré qui traîne dans votre tiroir que vous risquez d'endommager votre fertilité. C'est plus un problème général lié à l'environnement ou aux mauvaises habitudes. Si le slip a autant cristallisé les inquiétudes sur la fertilité, c'est qu'on le confond aussi avec une méthode de contraception, le slip chauffant. Et comme on comprend pas bien comment il fonctionne parce qu'il n'est pas réglementé aujourd'hui, on peut se dire de façon à peu près légitime que n'importe quel slip peut nous chauffer le testicule et donc nous rendre stériles. Or, le slip chauffant, c'est comme l'anneau thermique. Le but du jeu est de faire rentrer le testicule à l'intérieur des orifices inguinaux, donc les placer à l'intérieur du corps de l'homme pendant au moins 15 heures par jour sur plusieurs jours pour que ce soit efficace. Donc c'est pas vraiment la même chose qu'un boxeur moulant qu'on aurait porté un lundi dans la semaine. Par ailleurs, si vous choisissez un sous-vêtement masculin, il vaut mieux surtout s'inquiéter de la qualité et de la matière, privilégier les matières organiques aux matières synthétiques pour éviter de développer de l'eczéma, des démangeaisons ou des mauvaises odeurs qui peuvent aussi avoir un impact modéré sur l'hygiène intime. Bref, porter des boxeurs moulants n'est donc pas l'ennemi numéro 1 dans la guerre pour le réarmement démographique. C'est plutôt auprès du soin de l'environnement que nos efforts devraient se porter. Voilà, tout ça pour justement rendre hommage à vous, Sandy Boulanger, avec ce livre, hein, Remets ton slip en place. Oui, cela dit, les slips chauffants, pour l'instant, il n'y a pas d'enquête sérieuse qui ont été faites sur son efficacité réelle. Alors certainement que ça doit un petit peu abîmer les spermatozoïdes, mais est-ce que c'est suffisamment pour être totalement stérile? Oui, sachant, alors je le précise sur le slip chauffant, normalement, il vaut mieux être accompagné d'un andrologue qui fait déjà un premier bilan pour voir si les orifices dans lesquels ils vont rentrer sont OK pour recevoir les testicules, parce que ça, en effet, ça peut avoir un impact si il y a une petite malformation. Et au-delà de ça, il doit y avoir un spermogramme régulier pour vérifier qu'on est bien stérile. On le fait pas comme ça de façon un peu sauvage. Donc, faut être encadré pour que ça fonctionne. Et il y a quelques andrologues ou urologues qui acceptent d'accompagner ces dispositifs. C'est très marginal encore en France. Vous avez raison, ça manque d'études sérieuses, ça manque de recherches sérieuses, mais c'est des pistes aujourd'hui d'entrepreneuriat ou des pistes même d'études qui sont faites sur ces nouvelles formes de contraception. Oui, mais enfin, s'il faut porter le slip 15 heures par jour, c'est très contraignant. C'est quand même très contraignant. Cela étant dit, il y a quand même 2 contraceptions masculines qui ont fait leur preuve, le préservatif évidemment, et puis la vasectomie. Et la vasectomie. Qui a le vent en poupe, qui augmente, même si elle reste plutôt faible en France par rapport à d'autres pays. Vous avez tout à fait raison, parce que les lois ont évolué sur le tard en France, alors que dans d'autres pays, je pense aux pays anglo-saxons, en Angleterre, dès les années 70, la vasectomie a été autorisée. Nous, on a considéré que c'était une mutilation pendant un bon moment, donc le temps que les lois s'ouvrent et puis que ça devienne gratuit, oui, on a pris 30-40 ans de retard. Oui. Mais on reste un pays quand même latin, Fleur Chéri. Oui, il ne faut pas émasculer les hommes. Bien sûr, c'est important pour nous les couilles viriles. C'est quand même encore un petit peu dans notre culture. Bon, en tout cas, merci Fleur Chéri d'avoir rendu hommage au livre de Sandy Boulanger. Et puis je rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre podcast Fantasme, un podcast qui explore les fantasmes de vos invités et qu'on peut retrouver sur Apple, sur Spotify, etc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Christian. Bonjour Brigitte, très heureux de participer à l'émission. Merci d'être avec nous. Alors justement, je vous pose une petite question drôle comme ça, suite à la chronique de Fleur Chéri. Est-ce que ça vous amuserait, vous, de porter un slip chauffant ? Non. Non, ça a même l'air de vous faire un peu peur. Laissez mes testicules tranquilles. Voilà, exactement. Oui. Et ça serait pas comme un siège chauffant en voiture? Si, peut-être. Oui, c'est vrai. En fait, non. Pourquoi? Est-ce que vous aimez un siège chauffant en voiture, par exemple? Non plus. Ah non. Bah voilà alors. Ça peut être le test. Ceux qui sont pour le siège chauffant en voiture. Mais on sait par exemple que les hommes qui font beaucoup de vélo ont généralement ça peut nuire à leur spermogramme. Enfin, il y a beaucoup de choses il faut en prendre soin de vos précieuses, Christian. Je fais beaucoup de vélo, effectivement. Ah ben voilà, donc vous êtes en danger. N'ajoutez pas de slip chauffant. À mon âge.
On ne sait jamais. Hein. Mais justement, parce que c'est quand même une histoire de reconnaissance. Flore, chérie, ce que vous disiez était aussi très juste, dans le sens où maintenant, quand même, d'avoir une quantité quand même suffisante de sperme, et en plus, quand on fait un spermogramme, de se rendre compte que les spermatozoïdes sont très vifs, eh bien, il y a une reconnaissance quand même de sa puissance masculine, de sa virilité. Donc, c'est pas si neutre que ça quand même. Quand on sait que les hommes, à tout âge, peuvent féconder et faire des enfants, il y a quand même une reconnaissance du masculin aussi dans cela. Bah, évidemment. Bon, eh bien, on passe à une toute autre question, Christian. On va laisser vos testicules tranquilles. Deuxième question, est-ce que vous regardez de la pornographie, et si oui, qu'est-ce que vous aimez regarder? Oui, ça m'arrive de regarder de la pornographie. Alors, j'aime bien parce qu'en ce moment, c'est plus érotique puisque je revois les Emmanuel. D'accord, là on n'est pas dans de la pornographie, c'est totalement érotique, Emmanuel. Faut préciser que on considère que c'est pornographique à partir du moment où il y a un pénis, une érection, et donc dans Emmanuel, je crois pas qu'il y en ait, autant que je me souviens. Non, du tout. Donc vous revoyez Emmanuel, très bien. Oui. Très bien. Et dernière. Oui, pardon. De temps en temps, un film aussi. Alors là, on est plutôt. Quoique, j'ai fait aussi des films érotiques, mais bon. Érotiques, oui, tout à fait. Il y a aussi évidemment des films porno, je ne l'ai jamais nié. Dernière question. Quand vous êtes dans un rapport sexuel et que vous avez pénétré votre partenaire, est-ce que vous aimez que ça dure longtemps ou pas? Il faut que ça dure, disons, un certain temps. Ça, c'est une réponse de Normand. Voilà, c'est une réponse de Normand. Non, mais on aime bien que ça dure, mais moi, comme j'aime beaucoup les préliminaires, donc j'aime beaucoup les préliminaires, et puis après, si ça se conclut très vite, ça se conclut très vite. D'accord, donc vous êtes plus préliminaire, vous faites durer les préliminaires. Ce qui n'est pas idiot, parce que comme ça, au moins, vous êtes sûr que ça va fonctionner. Mais bon, comme là, ça fait un moment que ça s'est pas passé, donc bon. Donc vous avez une vie érotique. D'où les films érotiques. Vous avez bien raison, vous avez une vie érotique riche avec vous-même. Très bien. Oui. Vous pouvez poser une question à Sandy Boulanger. Elle vous écoute, allez-y, Christian. Alors Sandy, moi j'ai une question, c'est intime au niveau de la reconnaissance. Alors, est-ce qu'un bébé dans le ventre de sa mère peut comprendre qu'il n'est pas désiré et qu'il ait besoin, une fois dans le monde, faire tout pour qu'on soit reconnaissant envers lui et je veux dire qu'il donne intérêt à son existence. J'aime votre question beaucoup. Alors, malheureusement, de façon scientifique et médicale, je ne peux pas vous dire oui, un bébé sait. Par contre, ce que l'on peut voir sur des états quand même de thérapie en état de conscience modifié, comme peut le permettre l'hypnose par exemple, on peut se rendre compte effectivement que le bébé va avoir plutôt des réactions d'hostilité, ressent le stress de la mère, voilà, ça c'est prouvé. Donc dans ce stress, effectivement, quand un enfant vient au monde après, il peut porter ces stigmates de stress qu'il a pu vivre in utero. Donc effectivement, il y a parfois des traumatismes comme ça dans la recherche de reconnaissance qui ne sont pas si évidents. Et c'est pour ça que ça se travaille en psychothérapie et notamment en psychothérapie corporelle, parce qu'il y a cette dimension du contenant, de l'état modifié de conscience que peut apporter l'hypnose par exemple, qui vous permet effectivement d'avoir accès à des traumatismes douloureux émotionnels, oui, c'est vrai. Parce que là, je parle de mon cas. Vous l'avez compris. Ouais, j'imagine. Et donc, j'ai toujours prouvé, quand j'étais gamin, même après, être toujours le premier à l'école pour avoir la reconnaissance de mes parents, même si j'ai eu l'amour de mes parents. Et il a fallu que je prouve que j'étais là, parce que je sais que j'étais pas un enfant désiré. Et je l'ai compris encore après.
Oui, mais vous en avez fait une force finalement, parce que vous avez sublimé une blessure et donc ça devient une force. Donc encore une fois, on le sait chez beaucoup d'artistes. Chez beaucoup d'artistes, il y a à l'origine une blessure, un drame, un traumatisme. Oui. Donc c'est pas, encore une fois, c'est pour ça que c'est passionnant l'être humain, parce que pour le même problème, il y en a un qui va en faire une force, l'autre qui va être totalement abattu et qui aura du mal à dépasser ça. Tout à fait, tout à fait. Et donc aujourd'hui, vous êtes reconnu comme quelqu'un de bien, c'est ça, Christian ? Oui, bien sûr. Je pense que de toute façon, les gens me le disent quand je rencontre. Mais je te demandais si vous trouviez quelqu'un de bien. Ah oui, moi je me trouve bien. Eh ben, bravo, sûr. Vous avez raison. Bien sûr. Vous avez raison. C'est important. C'est important de se reconnaître. Ouais. Oui. Eh ben merci en tout cas, Christian. Merci beaucoup. Merci, Christian. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sandy. Avec plaisir. C'est vrai que c'est juste ce que vous disiez, Christian, et ce qu'a dit Christian, c'est que il y a un endroit où dans cette reconnaissance, parfois elle est très subtile et on va courir après, et puis finalement on va se rendre compte que on peut la gérer de façon très très différente. C'est un peu ce syndrome des enfants qu'on dit que voilà, c'était des accidents. Beaucoup en thérapie, voilà, une personne arrive et dit voilà, j'étais un accident, j'étais pas prévu, j'étais pas désiré, et puis après, effectivement on travaille dessus après. On a tous des traumatismes. Excusez-moi, mais on en fait un peu beaucoup aujourd'hui avec cette histoire. Mais c'est pour ça qu'il faut dédramatiser. D'enfants désirés, bien sûr. C'est quelque chose de très très nouveau depuis très longtemps. Les relations ont changé avec les parents. Je pense aussi la relation parent-enfant a beaucoup changé aujourd'hui. C'est pour ça qu'on en fait peut-être aussi. Ils sont parfois trop désirés, oui, les enfants aujourd'hui. Enfin, allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant et on continue bien sûr avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Sandy Boulanger, que vous pouvez bien sûr retrouver sur son site sandyboulanger.fr. On continue à évoquer la reconnaissance avec Charles. Charles, je crois que vous voulez parler de la critique dans le couple, et ça c'est très 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 juste par rapport au sujet du jour, je trouve. Bonjour Charles. Bonjour Brigitte et bonjour Sandy, votre invitée. Bonjour Charles. Merci de m'accueillir déjà. Mais je vous en prie, merci à vous de participer. Oui, vous l'avez dit. J'ai dans ma dernière aventure de couple qui avait duré qu'un petit moment, on attend de la reconnaissance de l'autre, de par les choses qu'on fait, et c'est vrai que ça peut amener au conflit. Et effectivement, je crois que chacun veut peut-être démontrer, nous on en était presque arrivé là, c'était démontrer que chacun faisait les choses pour l'autre. Et sans voir ce que l'autre faisait, vous voyez, c'est un peu bizarre que, je sais pas si je suis un peu clair dans ce que j'explique, mais donc moi je fais ça, oui, mais moi je fais ça, oui, et on rentre dans une sorte de surenchère, oui. Voilà, c'est ça, une surenchère qui est en fait plus toxique que finalement une preuve de démonstration d'amour pour l'autre, quoi. Ouais, il y a comme un tableau Excel de moi je fais ça, et puis en fait on nous attend à un autre endroit. C'est ça, Et donc du coup, plutôt que d'être dans une reconnaissance déjà de l'individu qu'on est, des talents qu'on peut avoir, c'est aussi une histoire de langage d'amour de Gary Chapman. On a tous des façons différentes de manifester son amour, et puis je crois aussi qu'on n'attend pas la même façon d'être reconnu dans nos trois espaces, donc physique, intellectuel et affectif, parce que dans le couple, c'est important pour certaines personnes d'être désirées, par exemple, pour d'autres pas du tout, ou alors de trouver qu'on a de l'humour ou qu'on a de l'esprit, ou au contraire de trouver qu'on peut dire des paroles valorisantes. Vous voyez, cette reconnaissance, elle n'est pas identique dans le couple pour chacun. Mais la plus belle phrase de reconnaissance qu'on peut dire en amour, ce serait de dire c'est parce que c'est toi, quoi. C'est tout. Parce que c'est la reconnaissance, elle peut être à ce moment-là globale. Et ce que je trouve intéressant, Charles, c'est qu'à partir du moment où on a besoin de montrer ce qu'on fait pour l'autre et puis d'être dans une surenchère, on voit bien qu'au fond, on parle plus du tout d'amour. Là, on parle alors de service rendu, certes, pour revenir sur ce que vous dites, sur les 5 langages de l'amour, mais quand même, je pense on recherche certainement de la valorisation, certainement, mais c'est très maladroit. On s'est raté.
complètement. Ouais. On s'est raté dans nos rendez-vous, en fait, je pense. Parce qu'on est passé à côté, tout ça parce qu'on était omnubilé par l'obsession de cette reconnaissance, je pense. Sûrement, oui, il y avait sûrement une faille quelque part et que vous avez essayé de combler d'une mauvaise manière, oui. Et vous en êtes où alors aujourd'hui? C'est-à-dire Comment vous fonctionnez tous les deux? Ah non, mais après, il n'y a plus de nous deux maintenant. Oui, vous êtes séparés. C'était trop loin, on s'était séparés. Oui. Ouais. Donc voilà, après, mais ça mène, je peux pas dire ça mène à rien, mais disons que si à un moment on remet pas les choses à plat et si il n'y a plus une écoute mutuelle, mais quand vous étiez ensemble, vous vous êtes rendu compte de cette surenchère ou pas? Ah, mais c'était devenu presque, ça devenait inaudible parce qu'en fait, ça en devenait conflictuel. Oui, j'entends bien. Mais Donc, vous en rendiez compte parce que moi, oui. Bah oui. Et elle aussi, hein, dans tous les cas, oui. Donc, et pourquoi vous n'avez pas essayé de mieux communiquer ou peut-être d'aller voir quelqu'un pour calmer le jeu? Parce que il y avait une souffrance visiblement réciproque forte. Et après, alors est-ce que c'est moi qui voulais pas l'entendre? Est-ce que c'est elle qui voulait pas l'entendre non plus? De se dire qu'on n'en avait pas besoin. Ouais. Et en fait, après, c'est une fois que c'est parti. Cela étant dit, vous savez, Charles, moi j'ai remarqué une chose à force d'écouter vos souffrances. Quand la souffrance psychique est forte, on peut pas se faire aider comme si ça fait tellement mal qu'on se dit si on va se faire aider, ça va faire encore plus mal. Ben ouais, parce que je pense qu'on va prendre tout en pleine figure. Je suis désolé de le dire comme ça. Oui, mais je crois que vous étiez monté en escalade parce que vous souffriez l'un et l'autre, et puis donc ça part en vrille, comme on dit, et se faire aider, ça semble impossible parce que la souffrance aveugle, en fait. Quand on souffre, on est aveuglé par la souffrance, et donc on n'a pas, si je puis dire, le bon sens, la raison qui permet de se dire bon, on arrête et on va se faire aider. J'ai presque envie de dire, ce que vous dites, c'est ça, il n'y a pas d'échappatoire. Oui, il y a une sorte de course infernale. Et on va aller de plus en plus vite et on va rentrer dans le mur, mais c'est pas, on n'a plus de frein en quelque sorte. Ouais, et il y a plus d'issue si ce n'est d'autre chose que la séparation finalement. Qui est là parce qu'on rentre dans le mur. Hein. La séparation, c'est le choc final. Et ça, je crois que c'est important. Je comparerais ça, à une voiture qui s'emballe et à un moment donné, on peut plus freiner, quoi. C'est trop tard. C'est trop tard. Oui. Et on est dans le mur et c'est fini. Et aujourd'hui, alors, une fois que vous avez vécu cette expérience, est-ce que vous comprenez d'où vient ce besoin de reconnaissance qui était visiblement partagé en plus, parce que parfois ça peut s'équilibrer. Mais là, c'était, semblait-il, au même endroit, donc avec beaucoup d'incompréhension et puis après beaucoup de souffrance. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentiriez par rapport à ce dont vous aviez besoin dans ce couple? De quelle reconnaissance? Aujourd'hui, je fais les choses pour moi, pour les enfants. Et puis on passe au-delà après, et puis la vie elle reprend différemment, mais il y a toute une période, on va dire, où on perd un peu le fil, vous voyez, où on a l'impression comme dans un vélo où on a cassé la chaîne, on perd dans le vide et on avance pas, et puis après d'un coup ça reprend, on retrouve d'autres marques, on retrouve. Et faire les choses pour soi, c'est une bonne manière d'aller mieux. Ah oui. C'est l'autonomie, c'est se nommer soi-même d'ailleurs. En grec, ça veut dire. Et ça veut pas dire que vous êtes seul, ça veut dire que par vous-même, vous allez effectivement retrouver cette reconnaissance intérieure, justement. Parfois qu'on peut mettre trop dans le couple, et ça peut paraître plus facile de se faire nourrir par l'autre. Et puis là, vous vivez maintenant cette reconnaissance par vous-même, et puis comme ça, vous pourrez de nouveau vivre aussi plus fluidement peut-être, parce que c'est quand même une histoire à deux aussi. Ce n'est pas que vous, c'est ce couple-là qui a créé cette situation-là aussi. Bien sûr. Bien sûr. Oui, indéniablement. Indéniablement,
on est pris dans la course effrénée de la vie, avec le travail, avec tout un calendrier. Moi, je faisais beaucoup de déplacements. Quand je revenais, j'étais, c'est-à-dire un étranger pour les enfants, mais pas loin. Donc, il fallait retrouver une place. Elle a fait 100 mois. Donc, vous voyez, enfin, il y a eu quelque part des mini-ruptures, des souffrances aussi d'elle seule. Et puis ça marche dans l'autre sens des fois. Donc, ouais, c'est pas évident. Et il fallait retrouver cet équilibre. Mais c'était, un moment avec un changement d'endroit et d'univers, on a pu retrouver une stabilité, et c'est là qu'en fait on s'est retrouvé vraiment à vivre à deux, et c'est là qu'on s'est presque redécouvert, et je vais pas dire que c'était plus possible de vivre tous les deux, mais pas loin presque en fait, parce qu'on était en s'entendait pas. C'était trop tard presque. Merci Charles, merci beaucoup Charles de votre témoignage, merci vraiment. On continue après les infos à évoquer ce besoin de reconnaissance, et puis une petite devinette, elle est de circonstance, tiens, cette devinette. Quelle est la différence entre l'abominable homme des neiges et l'abominable femme des neiges? Vous pouvez y réfléchir et on a la réponse après les infos bien sûr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le besoin de reconnaissance, on court tous après. Les hommes politiques ont besoin d'une place qui porte leur nom, d'un monument. Les artistes ont besoin de faire une meilleure audience. Monsieur, madame, tout le monde a besoin du compliment de son patron, a besoin d'un compliment de son amoureux. Bref, on a tous besoin de reconnaissance. C'est ce dont on parle avec vous, Sandy Boulanger, aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes sexothérapeute, bien sûr, et dans la sexualité, quand l'autre nous dit qu'est-ce que j'ai bien joui, ça fait du bien parce qu'on est reconnu comme étant apte à faire jouir l'autre, évidemment. Alors, vous avez réfléchi à ma devinette. Quelle est la différence entre l'abominable homme des neiges et l'abominable femme des neiges? Des poils. C'est presque ça, c'est une abominable paire de testicules. Et c'est pour ça que je disais c'était un peu en relation avec la Sexy News de tout à l'heure. Nous sommes maintenant avec Vanessa. Bonjour Vanessa, merci de réagir avec nous. Bonjour Sandy, bonjour Brigitte. Bonjour Vanessa. Alors, la petite question, avons-nous besoin de reconnaissance? Alors je dirais que après beaucoup de temps à réfléchir un petit peu, moi j'ai finalement compris avec le temps que effectivement ce que l'on n'a pas reçu dans l'enfance, enfin en tout cas pour ma part, a beaucoup déterminé ce que je recherchais en tant que femme en fait. J'ai une histoire d'enfance qui est teintée en résume d'inceste et de violence. L'abandon de la maman déjà à l'âge d'1 an et qui nous laisse avec un papa qui est qu'elle reconnaît elle comme pédophile, et c'est la raison de son départ, mais elle laisse malgré tout ses filles avec. Et du coup, il y a toute une construction quelque part où, en recevant ce qui ne devrait pas être reçu et les coups, bien évidemment, malgré tout, il y a une surenchère sur aller chercher cette reconnaissance pour se dire que finalement, non, regarde, je suis quelqu'un de bien, je fais bien. Regarde comment je suis. Enfin, on essaye d'être plus ou moins. Vous avez été, non seulement vous n'avez pas été valorisée, mais vous avez été en plus détruite. Donc forcément, vous partez avec un handicap. Oui, certainement, sauf qu'effectivement, quand on est enfant, on est en train de se construire, on le perçoit pas. Ça, c'est ma vie de femme qui fait que je le vois maintenant comme ça. Mais en tant qu'enfant, quand on est enfant, on trouve ça, on croit que c'est normal. Et puis après, quand on est un peu plus grand, que quelqu'un nous maltraite, on comprend pas que c'est pas normal non plus, puisqu'on est habitué à être maltraité. C'est ça. Mais inconsciemment, quelque part, on sait en fait que quelque chose n'est pas normal, on va dire. Et effectivement, il y a cette espèce de course dans la vie de tous les jours. Alors moi, j'ai très longtemps, alors j'appelle ça
mon sens des responsabilités, c'est-à-dire que j'ai ce bouton où tout doit être parfait, tout doit être très bien, je dois être irréprochable, il faut que tout soit fait parfaitement. Et en fait, on le trouve souvent, Sandy, chez des personnes qui ont été vraiment abusées pendant l'enfance, hein, cette recherche de perfection, comme si il fallait tout contrôler pour que le pire n'arrive plus. Bien sûr. Puis en plus, c'est que vous avez tellement été sali qu'il est important que vous soyez reconnu comme quelqu'un de propre et de valable. Hein. Tellement vous avez été. C'est ça le propre du trauma de l'enfance et de la violence. Hein, c'est que c'est tellement une identité niée qu'on court après la reconnaissance justement d'être quelqu'un de bien, qui tient la route, qui est fort et fiable. Hein, j'imagine que vous avez à cœur d'être quelqu'un de fiable, de loyal. Ah, mais complètement. C'est complètement moi. Et effectivement, c'est une course qui ne s'arrête jamais, de montrer que on vaut la peine, que tu peux me faire confiance, et dans tous les domaines en fait. Alors effectivement, ça peut être aussi mais en même temps, Vanessa, je vais vous dire quelque chose de positif vis-à-vis de vous-même. Cette course vous a certainement sauvé. Vis-à-vis de vous-même, parce que vous-même, vous savez à quel point vous êtes capable de faire les choses bien, à quel point vous allez aller jusque dans le mieux que vous pouvez faire. Donc vis-à-vis de vous-même, vous avez quand même eu cette chance de vous valoriser. Vous voyez ce que je veux dire? Après, j'entends bien que vous aimeriez aussi et que vous avez peut-être besoin aussi de cette reconnaissance des autres. Hein. Mais au moins, vous l'avez vous par rapport à vous-même. Mais c'est là où il est le piège, en fait, c'est que finalement, en fait, on se dit qu'on ne veut pas. Moi, pendant très longtemps, j'ai utilisé ce terme de aimable. Je me suis pas sentie aimable, dans le sens d'être en droit d'être aimé, on va dire, en fait. Vous l'avez pas été beaucoup dans votre enfance, hein, excusez-moi. Et c'est constamment, en fait, c'est une chasse en fait permanente, mais qui est toujours doublée d'une insatisfaction. En fait, on a l'impression que c'est jamais suffisant. C'est vrai que ça touche tous les domaines en fait. C'est aussi mais est-ce que vous êtes capable de vous rendre compte quand quelqu'un vous trouve aimable? Je ne sais pas. En fait, honnêtement, j'ai pas appris. J'entends bien. C'est cette réponse-là que je craignais d'entendre. Voyez, c'est-à-dire que vous vous êtes un peu fermé aux autres finalement, par protection, bien sûr. Hein. Et pourtant non. C'est-à-dire que d'une manière, on me trouve quelqu'un de très agréable, de très. Oui, dans le social, mais dans l'intime. Mais c'est pas de ça dont on parle. Vous me dites on me trouve. C'est moi qui vous demande est-ce que vous êtes capable de reconnaître quelqu'un qui vous trouve aimable? C'était ça ma question. Je ne pense pas. Vous voyez, je sais et pas. c'est ça. Je sais pas. Et ben c'est ça, je pense, la piste qu'il faut que vous alliez suivre maintenant. Ouais, parce que ce que disait Brigitte est très vrai. Hein, c'est un mécanisme de psychologie où ça vous a sauvé d'aller comme ça dans cette quête frénétique, parce que vous auriez pu sombrer, vous effondrer et basculer dans la psychose quand on vit des choses si difficiles. Donc ça vous a maintenu en vie. Et aujourd'hui, c'est cette reconnaissance aussi, que ce sont ces mécanismes de défense, ces courses frénétiques à la reconnaissance. Vous pouvez vous le reconnaître. Et effectivement, c'est du coup un pas de vous à vous pour aller après vers l'autre. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire, Vanessa. Vous vous êtes reconnue comme quelqu'un de bien, hein, on est bien d'accord? Oui. À partir du moment où vous vous êtes reconnue comme quelqu'un de bien, il y a forcément des gens autour de vous qui vous reconnaissent comme quelqu'un de bien. Et c'est ça qu'il faut que vous alliez chercher, c'est ça qu'il faut que vous trouviez. Ils sont là autour de vous, ces gens-là. Mais c'est pas parce qu'ils vous disent que vous êtes bien que ça vous parle. Ça montre bien qu'il faut que vous arriviez à voir les petits détails de ces gens qui vous montrent que vous êtes quelqu'un de bien. Ouais. Et c'est difficile. Oui, c'est. Parce que mais là c'est au niveau du cœur que ça passe, c'est pas au niveau de la tête, c'est au niveau du cœur. C'est apprendre à ouvrir, petit à petit, parce que vous pouvez vous faire confiance
vous savez faire, vous savez gérer, vous savez organiser. Donc vous saurez ouvrir votre cœur de nouveau aussi, apprendre à le faire, même si on vous a jamais appris. Parce que vous êtes une femme forte. Là, vous pouvez vous reconnaître et du coup laisser la place à une personne qui saura vous aimer, vous le montrer. Et le piège, là où il est, c'est qu'on a tellement reçu peu et mauvais ou mal. Non, mais ça, c'est la petite fille qui n'a pas reçu. Vous, en tant qu'adulte, vous avez reçu de vous-même une forte personnalité. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a quand même... on va dire que ça peut être un besoin de reconnaissance. Non, mais je vais vous dire les choses autrement, Vanessa. Vous avez survécu au pire, parce que c'est beaucoup plus grave en tant qu'enfant de ne pas être aimé et d'être maltraité que quand on est adulte. Donc vous avez survécu au pire. Donc maintenant, il peut pas vous arriver grand-chose. Hein. Donc soyez confiante et osez vous ouvrir un peu aux autres. D'accord ? Ouais, pour le coup, c'est la réponse. Effectivement, je pense qu'il y a personnellement un lien entre ce besoin qu'on a en tant qu'adulte avec ce qui n'a pas été reçu dans l'enfance. Voilà. Bien sûr, pour moi, bien sûr. Mon expérience me confirme que. Je pense que suivant ce qu'on a vécu, ça touche tous les pôles. En ce qui me concerne, ça touche tout. Oui, mais tout, Vanessa, tout peut se réparer. C'est pas rien n'est irréparable dans la psyché, hein, j'entends évidemment dans le corps quand il y a quelque chose qui a été, si on nous a amputé un bras, on peut mettre une prothèse, mais on peut pas retrouver son bras. Mais dans la psyché, tout est réparable. C'est parfois compliqué, c'est parfois long, c'est parfois difficile, mais c'est toujours possible. Donc faites-vous confiance. Et merci de votre témoignage. Merci. Merci à vous. Merci à vous, non. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sandy Boulanger est avec nous, on parle du besoin de reconnaissance et on le voit bien tout au long des témoignages que beaucoup, et je voudrais revenir là-dessus, beaucoup restent un petit peu ancrés sur ce besoin de reconnaissance et cette reconnaissance qu'ils n'ont pas eue durant l'enfance. Alors bien sûr que c'est plus difficile, mais c'est toujours possible déjà de se reconnaître à soi. Et puis ensuite, évidemment, d'arriver à reconnaître ce que nous apportent les autres. Mais pour ça, il faut travailler. Ouais. Et c'est ce qu'on fait avec vous et avec Steve. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Sandy. Bonjour Steve. Bonjour. Oui. Concernant ce sujet, ça me parle profondément parce que aujourd'hui j'ai 52 ans et on va dire que le besoin de reconnaissance, je l'ai un petit peu moins. Quoique ça reste quand même assez présent, mais pendant des années, depuis l'âge de 10 ans, jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'étais tout le temps dans le besoin. Que ce soit au niveau... Oui. Allez-y, expliquez lequel. Oui, bien sûr. Que ce soit au niveau amical, familial, professionnel. Donc, je dirais dans ces trois sphères-là, ça a été constant, ça a été... Et justement, je vous pose la question parce que je viens d'y penser et je pense que ça peut parler à beaucoup. Quel est le compliment dont vous avez le plus besoin ou en tout cas qui vous fait le plus plaisir, qui vous fait le plus de bien? Alors pendant des années, ça me réconfortait énormément quand on me disait qu'est-ce qu'il est gentil. Gentil. Ah oui, gentil. Qu'est-ce qu'il est serviable. Qu'est-ce que vous voyez voilà, alors et en fait ce qui s'est passé, je pense que vous l'avez peut-être compris, c'est que en tout cas pour ma part à 10 ans, alors ça me concerne bien évidemment, hein, c'est mon cas. Mais bien sûr, c'est votre cas qui nous intéresse, Steve. Mais mon papa est parti de la maison assez d'un coup, donc j'avais une relation très forte avec lui. Avec ma maman très bien aussi, mais mon papa, voilà ce qui s'est passé, et donc on faisait énormément de choses ensemble, et à l'âge de 10 ans, du jour au lendemain. Et vous avez pensé que c'est parce que vous n'étiez pas gentil qu'il était parti? Ah mais complètement, vous avez tout compris, donc je me suis construit avec pendant des années, en fait il est parti à cause de moi. Il est parti à cause de moi, donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai toujours été avec des gens plus âgés, dans mes relations amicales, toujours avec des gens plus âgés.
Et en ce qui concerne ma relation amicale masculine, ben, je pense, alors je sais pas, hein, j'essaie un petit peu de comprendre. Je cherchais peut-être le père que j'avais pratiquement jamais eu. Donc, quand même, vous l'avez eu jusqu'à 10 ans. Hein. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. C'est pas rien, hein, attendez. Avec de très belles choses qui se sont passées. Et puis alors, voilà, il est arrivé. Le sentiment d'abandon s'est installé. Et du coup, cette quête. Enfin, là, c'était quand même une quête, quoi. C'est-à-dire que j'avais énormément. Alors, je ne faisais plus la différence entre amis et connaissances. Comment vous dire, je disais que tout le monde était mon ami. Vous aviez besoin que tout le monde soit vos amis, oui, pour pas qu'on vous abandonne. Mais ce qui est important, Steve, à comprendre, je sais pas si vous l'avez compris, mais en tout cas c'est important et je pense que c'est important pour ceux qui nous écoutent. Il faut toujours bien faire la différence entre une souffrance qui n'a pas été suffisamment réparée et un manque qu'on a eu. Parce que vous n'avez pas manqué de père. 10 ans, là, on est déjà assez construit dans les fondamentaux, hein, si je puis dire. En revanche, ça a provoqué une telle souffrance que vous avez une croyance que vous n'avez pas été suffisamment aimé, reconnu par votre père. Et c'est pas la même chose, hein. Et c'est pas la même manière de fonctionner. Et je pense que ça c'est vraiment important. Je pense que cette souffrance, vous n'avez pas encore pris conscience à quel point elle a été catastrophique pour vous. Parce que vous avez vous avez eu 10 ans de vie avec votre père, avec beaucoup de complicité. Vous l'avez dit, hein. C'est pour ça que je me permets d'appuyer là-dessus. Je vous en prie, c'est ça. Mais il y a un avant et un après, et vous n'avez pas suffisamment su comprendre que ça vous a complètement cassé, quoi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je vais parler de mon parcours professionnel. Je suis dans les soins depuis, j'ai 52 ans. Depuis l'âge de 18 ans, en fait, je suis dans les soins. Donc, ça fait 34 ans. Et je me suis même posé la question, à un moment donné, ça va aller. Oui. J'ai dit, mais je le fais pour être aimé ou alors je le fais parce que vraiment, ça me plaît déjà. Enfin, j'en étais là pendant des années. Mais c'est pas grave ça, si vous avez aimé ce métier, si vous l'avez fait et que vous l'avez aimé et puis que vous l'avez certainement bien fait. Peut-être que vous avez donné aux autres ce que pour réparer votre souffrance, hein, c'est pas grave. Oui, certainement. Mais ce qui est important, c'est à un moment donné de faire la paix avec vous-même. Oui, parce que en fait, et peut-être avec votre père d'ailleurs. Oui, malheureusement, mon papa est parti. Alors, le départ, malheureusement, bien triste. Bon, c'est pas le sujet. Il y a 10 ans maintenant. Donc voilà, l'acceptation de ce qui s'est passé, puisque malheureusement, ça arrive dans la vie. Hein, la mort fait partie de la vie. Mais donc l'acceptation de ce qui est. Et aujourd'hui, à 52 ans, alors je vais pas dire que ça va mieux, mais dans ce déséquilibre, il y a un certain équilibre. Ouais. C'est-à-dire que je ne suis plus en quête, je n'ai plus besoin. Parce que je pense qu'il y a, vous êtes réparé, je crois quand même. Et puis, vous voyez, il y a eu une incompréhension parce qu'effectivement 10 ans c'est pas tout petit non plus, donc vous n'avez pas compris que puisque tout se passait très bien avec votre père, d'un coup il n'y ait plus de relation. Donc c'est cette absence de sens aussi, hein, qui du coup vous avez perdu toute compréhension du monde que vous étiez en train d'acquérir. Hein, on dit que c'est vers 12-13 ans qu'on a l'âge de raison. Voilà, il y a eu cette incompréhension. Donc vous avez couru après un sens à la vie en fait, en passant par cette reconnaissance de vos compétences professionnelles, de vos compétences intellectuelles, affectives. Il fallait que vous soyez indispensable. Oui, mais vous avez raison, Sandy Boulanger. Si votre père vous avait expliqué pourquoi il partait, il n'y aurait pas eu cette telle souffrance, quoi. C'est là encore une fois où on voit bien qu'il faut communiquer et pas laisser l'enfant interpréter. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait. Je vous remercie de vos réflexions parce qu'elles sont complètement justes, hein, bien sûr. Donc aujourd'hui, comme je vous dis, je me répète, mais plus envie, il y a vraiment moins besoin. Alors je vais parler de récompense. Je sais pas si je peux en parler. C'est-à-dire que par exemple dans le travail, dans l'évolution de mon évolution personnelle, si on me disait rien, c'est pas grave. Hein, mais si on me disait
alors, je me suis posé la question à voir si c'était de l'ego, de l'égocentrisme ou de l'orgueil. Je pense pas, ou peut-être je suis complètement à côté de la plaque. Mais bien sûr. Mais la petite récompense, ça me déplaisait pas. Voilà, et je la cherchais quelque part. Donc, il y a c'est quoi la récompense? situations... C'est une parole valorisante? Oh oui, Oui. ça passait. Oui, la parole, pas l'acte, le fait de redonner quelque chose. Non, mais simplement, merci beaucoup, c'est vraiment... vous voyez, enfin, j'en étais là, je me dis, pourquoi tu as besoin d'un retour, en fait? C'est étrange. C'est sain quand même aussi, non? C'est parce que vous êtes aussi quelqu'un de sensible et vous êtes en lien avec les autres. Donc il y a une course de reconnaissance, mais il y a aussi l'être sensible que vous êtes. Tout à fait. Ouais. Mais sauf ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu cette posture où je pouvais rejeter. Vous voyez, enfin, c'est dingue quand j'y pense. Vous avez bien joué, hein, avec vos émotions. Où je rejetais l'autre parce que il ne répondait pas complètement à mes attentes. Et à un moment donné, je me suis dit, mais enfin, l'autre ne peut pas répondre à toutes tes attentes. Réfléchis, dans son travail sur toi, c'est pas possible. Pourquoi en arriver à oui, j'étais radical dans mes relations amicales. Vous aviez peur d'être quitté de nouveau sans sens du jour au lendemain, donc vous aviez besoin de bétonner la relation avec un tableau Excel long comme le bras de il faut remplir telle case pour ne jamais plus être abandonné. Mais c'est bien que ça s'apaise chez vous, Steve, hein. C'est ça qui est intéressant aussi, hein. Oui, je vous dis, c'est un long chemin. En fait, je pensais toute sa vie, et ce chemin, c'est un véritable... Moi j'emploie le mot initiatique. Oui. Vraiment, il n'y a pas tous les jours, je suis en état d'observation et j'essaie d'évoluer, tant bien que mal. Mais c'est bien, c'est une belle reconnaissance de vous, ça, cette humilité de l'initiation. Bravo. Et pour finir, nous avons 3 enfants. Et mon Dieu, tous les jours, je me dis surtout ne sois pas dicté par ton manque à toi en lien avec tes enfants. C'est-à-dire que n'en fais pas trop parce que t'as manqué. Ouais, c'est terrible. Avec l'étiquette de père maintenant aujourd'hui, oh là là. Bravo. Mais non, mais vous êtes conscient du risque, donc vous êtes certainement très bien. Oui. Je suis pas inquiète. Voilà. Merci beaucoup, Steve. Merci à vous en tout cas. Je vous en prie. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil. On va parler des phases critiques du couple. Et puis, on va accueillir Bernadette de Gasquet, qui travaille beaucoup sur le périnée et qui vient de sortir un livre, Les voies secrètes du plaisir. On va y aller dans ces voies secrètes du plaisir. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Sandy Boulanger, on va parler des phases critiques du couple. On le sait, hein, la vie de couple, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des crises, il y a des phases difficiles. Alors j'en ai retenu 7 principales, et puis on va les passer en revue, et puis vous pouvez réagir bien sûr. Alors la première, c'est le moment où on va enfin s'installer ensemble, ou le moment où on va se marier. Comme si, à partir du moment où la relation est finalisée, il peut y avoir de la part de l'un ou l'autre une baisse de désir, comme si il y avait quelque chose de trop fixe. Engagé. Oui. Il y a une marche d'engagement. Alors la deuxième, c'est évidemment l'arrivée des enfants, et surtout du premier enfant, hein, où le couple d'amoureux devient aussi couple de parents, et c'est pas toujours facile. Oui, légitime. En plus, les premières années, c'est quand même un peu... Une course frénétique, donc oui, forcément. Ça bouscule un petit peu le quotidien, évidemment. La troisième, c'est quand il y a un changement important, tel que par exemple un changement d'emploi, un deuil important, un déménagement. Il faut pas négliger ces événements qui arrivent chez l'un ou chez l'autre et qui mettent toujours le couple un petit peu qui déstabilisent toujours un petit peu le couple. Ensuite, c'est l'aventure extra-conjugale, hein, qu'elle soit avouée ou pas d'ailleurs, ou découverte. Hein, ça modifie la relation à deux. Oui. On dit souvent d'ailleurs, les sexothérapeutes disent souvent qu'il faut accepter de refaire un autre couple, toujours en restant ensemble évidemment, mais ça sera jamais plus comme avant. Il y a une confiance qu'il faut reconstruire, etc., etc. Ensuite, en 5, en fait, c'est ce qu'on appelait le démon de midi. On n'en parle plus tellement, mais en fait c'est le sentiment pour l'un ou pour l'autre de ne plus être trop séduisant, de prendre conscience tout d'un coup que on est peut-être passé à côté de quelque chose. Ça arrive souvent aux alentours de entre 40 et 50 ans. Hein. C'est une phase qui pour le couple, surtout si c'est un couple qui s'est connu quand ils avaient 20 ans, est une phase très délicate. Hein. Oui, c'est cette question de est-ce que c'est pas mieux ailleurs, hein?
Eh oui, eh oui. Les fruits du jardin d'à côté sont parfois meilleurs, et puis quand on les goûte, on se rend compte que c'était finalement très bien ce qu'on avait chez soi. Alors la 6e phase critique, c'est le départ du dernier enfant, l'heure de la retraite. Donc ça, parfois on se retrouve un peu trop l'un sur l'autre, et ça c'est également difficile. Il faut se réorganiser, oui. Et dernière épreuve, c'est quand l'un des deux partenaires est très vieillissant ou malade. Il faut arriver à accepter l'autre, qui parfois est le miroir de ce qui nous fait peur. Enfin, c'est aussi une épreuve. Voilà. Bon, donc quand on voit tout ça, bon courage. Si vous voulez rester en couple toute une vie, c'est pas facile. Il faut bien pagayer, oui. Voilà, mais tout ça se surmonte. Oui, bien sûr. Pas de souci. Oui. Et puis pas toujours dans le drame, la tragédie, l'horreur, au contraire. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de couples qui nous écoutent, qui sont ensemble déjà depuis 30 ans, et tout va bien, et je les salue. Voilà. Alors, elle est avec nous, Bernadette de Gasquet. Merci d'être avec nous pour nous parler de ce livre qui vient de sortir aux éditions de la Musardine dans la collection Psycholove. Les voies secrètes du plaisir, de la bouche au périnée, mettez tous vos sens en éveil. Et alors, ce livre est assez étonnant, assez nouveau. Je crois que c'est peut-être, il n'y a que vous qui pouviez écrire ce livre, puisque vous faites le lien entre le nez et le périnée. Alors évidemment, quand on dit périnée et nez, déjà on se dit tiens, il y a peut-être quelque chose. Oui, tout à fait. Et je me souviens d'un jeune homme qui un jour a avoué à son prof de yoga qu'il avait beau essayer, il n'arrivait pas à contracter les muscles autour du nez. Parce qu'il avait compris qu'il fallait contracter quelque chose dans ce coin-là, mais c'était pas clair. Donc oui, je suis ravie d'avoir pu écrire ce livre. Il y a longtemps que je le portais, mais il faisait un peu peur aux éditeurs, et donc je remercie la Musardine qui m'a donné l'opportunité de le faire, en me demandant en même temps quand même de parler un peu plus de ce que c'est que le périnée, puisque finalement, souvent on s'en sert, mais c'est pas toujours très clair comment ça marche ou comment ça marche pas. Donc il y a une petite partie un petit peu anatomico-éducative on peut sauter, on peut zapper. Non, mais c'est un livre très très complet sur le périnée, bien sûr, sur j'allais même dire sur l'être humain, justement du haut en bas ou du bas en haut, on fait comme on veut. Et il y a des choses très intéressantes qui sont. Alors je sais pas pourquoi j'ai envie de vous parler de ça, mais parce que ça m'a surprise, et j'ai trouvé que c'était assez étonnant. Vous parlez à un moment donné de la constipation, des selles, etc. Et il y a un petit croquis qui peut d'ailleurs très bien être expliqué aux enfants, Sandy Boulanger, l'échelle de Bristol. Et en fait, vous passez en revue différents animaux et vous montrez les selles qu'ils ont et qui sont différentes en fonction justement de leur corps, quoi. Oui, en fait, c'est quelque chose de connu. C'est pas moi qui ai inventé. Moi, je l'ai découvert. Alors moi, vous savez, quand je découvre quelque chose dans un livre, je suis contente parce qu'il y a quand même, depuis le temps, je commence à en connaître des choses. Ouais. Mais c'est effectivement quelque chose qui est très intéressant avec les enfants, puisque les enfants, cacaboudin, il n'y a rien de mieux. Ils sont très intéressés tout de suite. Et c'est important que les parents sachent un peu ce qui se passe, parce que ils ont envie de jouer, ils ont pas envie forcément. Il y a des tas de choses qui empêchent de vraiment bien vidanger, bien aller à la selle. Et on ne sait pas toujours ce qui se passe. Donc là, on leur demande sur ce schéma, de se projeter. Est-ce que ton caca, c'est des petites crottes de lapin? Est-ce que c'est des crottins plus souples de cheval? Est-ce que c'est des bousses de vache, voilà, est-ce que des saucisses, voilà. Et ça peut avoir toutes ces formes chez nous aussi, finalement. Chez le lapin, c'est normal, les petites crottes, mais chez nous, c'est pas terrible. Non, bien sûr. Et ça, parce que là, vous dites bien, alors on va rester sur ce sujet, puis on parlera évidemment d'autres choses, mais il faut y aller quand on a envie d'y aller. Il faut pas passer à autre chose. C'est le respect de son corps, justement, de son périnée, et aussi de sa sexualité, puisqu'on sait l'importance du périnée dans la sexualité.
Oui, tout cet apprentissage de la propreté, de se retenir, de se contenir psychologiquement, on voit bien où ça mène. C'est la maîtrise, etc. Et en même temps, on respecte pas le corps, le besoin, le moment. Et beaucoup de gens se retiennent beaucoup trop. Parce que c'est pas le moment, ils n'ont pas le temps, parce qu'il y a des gens qui pourraient entendre, sentir, etc. Enfin, c'est tout ce côté qui est normes souvent, sociales, oui, voilà, ce sont les codes un peu sociaux. les codes, les représentations, alors que finalement, ça, je pense aussi beaucoup de gens. On y va tous, quoi. On peut ne pas avoir une vie de reproduction, peut-être même une vie sexuelle organique. Mais pipi caca, je suis désolée, on est tous obligés d'y passer. Et c'est important pour se connaître. C'est suffisamment fréquent pour qu'on puisse vraiment apprendre des choses à ce moment-là. Et quand même, je rappellerai que la médecine d'Avicenne, donc quand on n'avait pas les laboratoires, les IRM et tout ça, on regardait l'odeur, la couleur de l'urine, les selles, la bouche, la langue. Ça en dit beaucoup sur notre santé, voilà, sur notre fonctionnement psychique. Aussi, et la question « Comment allez-vous ?» c'était « Comment allez-vous » à la selle. Oui. C'est intéressant, hein, Sandy Boulanger, on n'en parle jamais, on n'ose jamais en parler de ça, et pourtant c'est tellement important. C'est tellement important. Alors moi, je suis un peu biaisée puisque je travaille en milieu hospitalier. Donc à l'hôpital, c'est l'une des questions favorites. Est-ce que vous êtes allé? Voilà. Quel transit avez-vous? Après le avez-vous bien dormi et puis bien mangé? Puis la mienne, c'est aimez-vous correctement? mais j'ai beaucoup de patients dans mon cabinet en sexo qui ne savent même pas qu'ils sont un périnée. Oui, surtout les hommes, bien sûr. Donc forcément, je pense qu'effectivement, ce livre est précieux parce que c'est important de connaître son corps, mais aussi pour une femme de comprendre qu'un homme aussi a un périnée. Et que c'est pas juste comme ça pour rigoler ou remuscler après un accouchement. Ou c'est très important pour tout le monde, pour sa santé, donc physiologique du pipi caca, et dans sa sexualité. C'est pour ça que votre titre m'intrigue. Il me tarde d'aller découvrir votre livre, parce que c'est ça. C'est de quel plaisir parle-t-on? Je vais vous donner une anecdote, mais que vous devez bien savoir aussi, c'est que quand on a une constipation qui est prolongée, donc au-delà de 5-6 jours, on peut même avoir des moments de confusion. C'est-à-dire que ça peut rendre confus. Donc cette histoire quand même d'aller à la selle est hyper important. Oui, ça peut faire une occlusion. Oui, en plus ça peut faire effectivement. Non, mais ça remonte. Avoir un rapport sexuel réussi, harmonieux, si on est avec des problèmes de diarrhée ou de constipation ou quoi que ce soit, c'est pas possible. Donc oui, c'est désagréable. La femme va se sentir sous l'effet effectivement des mouvements, etc. Ne serait-ce que les bruits d'air, elle supporte plus ou moins d'air. C'est pas très agréable, les bruits d'air. Et pourtant, c'est très physiologique. Ça dépend de la position. Oui. Non, mais c'est pour ça que je dis ce livre est vraiment intéressant parce que vous avez vraiment des tas de choses qu'on ne dit pas parce que c'est une sorte de pudeur. Et là, vous y allez franco, quoi. Oui. Vous nommez les choses, vous dites bien. Mais cette histoire de rétention et de relâchement, c'est aussi ce qui se passe dans la sexualité. Hein. C'est ce contrôle et se laisser aller, c'est cette alternance. Mais il faut qu'il y ait une alternance, qu'on puisse savoir quand est-ce qu'on retient, quand est-ce qu'on lâche, être capable de lâcher puis être capable de retenir. C'est précieux. C'est tout un jeu, en fait, un jeu à deux, qui va de la bouche. On peut faire l'amour et continuer à s'embrasser. Voilà, être de face et très proche, ou bien d'autres postures, avec d'autres types de plaisirs. Mais il y a souvent tout un... Il y a les phéromones aussi, il y a tout ce qui se passe... au niveau de la bouche, de la salivation, de la respiration. Parce que justement, revenons à ce nez et à ce périnée, le lien entre les deux, est-ce que vous pouvez de manière assez simple, et puis ceux qui veulent en savoir plus pourront se procurer le livre Les Voies secrètes du plaisir, aux éditions de la Musardine,
Quel est le lien entre le nez et le périnée? Parce que ça paraît, c'est pour beaucoup de gens, c'est tellement loin, le nez et le périnée. C'est le lien, il est au milieu, c'est le diaphragme, c'est la respiration. Voilà. À partir du moment où on va renifler, où on va au contraire éternuer, enfin, il va se passer des choses dans le périnée. Et on peut se servir de ça pour jouer avec son périnée, parce qu'on peut s'amuser à renifler, à pincer le nez, à fermer le nez, à l'ouvrir plus, etc. Et ça va avec l'ouverture, la fermeture aussi en bas. Je propose parfois de faire ce petit exercice qui peut ne pas être hyper agréable sur le moment, mais de regarder dans la glace avec une petite cuillère ses amygdales, pour provoquer le haut, le cœur, et de sentir ce qui se passe tout en bas, en même temps. Bien sûr. Et je précise d'ailleurs qu'il y a énormément d'exercices pratiques dans ce livre, dont on va continuer à parler avec vous, si vous le voulez bien, Bernadette de Gasquet, parce que quand on vous a dans cette émission, on a envie de vous garder. Donc on fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant et on va continuer à évoquer les voies secrètes du plaisir, bien sûr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors nous sommes toujours avec Sandy Boulanger, relaxologue, sexothérapeute, que vous pouvez bien sûr retrouver sur son site sandyboulanger.fr. Et nous sommes avec Bernadette de Gasquet. Bernadette de Gasquet, je suis désolée, je vous ai pas présenté. Vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes à la fois médecin, professeur de yoga et vous êtes la spécialiste du périnée. Vous avez donc beaucoup dit sur le périnée. Et là, ce livre, Les voies secrètes du plaisir, aux éditions de la Musardine, qui vient de sortir dans la collection Psycholove, nous explique à quel point entretenir son corps du haut en bas, donc du périnée jusqu'à la bouche et au nez, est essentiel, parce que tout est lié, et on en a parlé il y a un instant. Et moi, je voulais venir sur l'anecdote que vous racontez bien dans ce livre, sur les femmes qui finalement n'ont pas assez conscience à quel point le vagin peut être un endroit beaucoup plus efficace pour la sexualité et pour le plaisir que bien des occidentales, alors que quand on va notamment regarder certains spectacles en Thaïlande, on voit ce qu'elles sont capables de faire avec leur vagin. Et oui, et on pense que c'est parce qu'elle maîtrise le périnée. Et donc j'ai voulu aller voir de près. Parce qu'il n'y a pas de muscle dans le vagin. À l'intérieur du vagin, non, il y a quand même. Autour, il y a le périnée. Il y a le périnée, puis latéralement, il y a les parois latérales aussi. Mais on pense que elle maîtrise le périnée. Cette notion de maîtrise chez nous est très, très présente. Or, j'ai pu aller les voir de très près et les examiner, et même faire des IRM. Et en fait, au départ, elles sont tout à fait comme nous, quoi. D'accord, il n'y a pas un gène. Voilà, elles apprennent, elles travaillent à partir du moment où elles sont adultes. Enfin, j'ai rencontré la coach de certaines qui m'a dit, si tu veux, c'est accessible à tout le monde. Voilà, c'est très bien. Et en fait, en réalité, elles maîtrisent les abdos, les fessiers, et pas spécialement le périnée en tant que tel. Mais elles sont capables d'avoir un peu toutes les fonctions. C'est-à-dire que le périnée a plein de fonctions contradictoires. Donc, par retenir, exemple, mais oui, aussi éjecter. Donc, par exemple, elles envoient des balles de ping-pong avec beaucoup de pression, beaucoup de force. Elles mettent des petits tubes dans le vagin avec des fléchettes dedans. Elles sont capables de percer des ballons. Enfin, c'est assez rigolo, assez ludique. Quand elles s'amusent, elles vous donnent la raquette pour attraper les balles de ping-pong, etc. Et en même temps, d'aspirer, de fumer par le vagin, et de jouer de la trompette. Enfin, des trucs très, très étonnants. Et ce sont des jeunes femmes, celles que j'ai eues avaient eu des enfants, etc. On a d'ailleurs parlé un peu des accouchements. On a eu une qui était très très performante dans l'envoi d'objets. J'ai dit, comment s'est passé l'accouchement? Ouais, elle me dit, la sage-femme m'a dit de pousser, j'ai envoyé le bébé. Voilà. Donc, et il a atterri 3 mètres plus loin. Mais quand je les examine, en revanche, elles font pas descendre leurs organes. Et ça, j'ai pas complètement réussi
Il y a des choses que j'explique bien, d'autres, je suis encore émerveillée parce que elles sont capables d'une poussée très violente, mais qui ne fait pas descendre les organes. Oui, je comprends bien ce que vous voulez dire, mais peut-être que le bassin n'est pas tout à fait le même. Enfin, j'essaye de trouver une excuse pour que nous, on n'y arrive pas, hein, Sandy Boulanger, parce que moi, la balle de ping-pong, voir que j'aime pas jouer au ping-pong, alors... J'essaye de remonter les bretelles de mon périnée depuis tout à l'heure. Non, mais en fait, elles sont capables d'aspirer de l'air et d'utiliser ça un peu en air comprimé, en fait. Oui. Et c'est très impressionnant. Mais d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, quand on fait l'amour, nous les femmes, si on avait plus envie d'aspirer le pénis, et vous en parlez d'ailleurs aussi dans le livre, je crois qu'à un moment donné vous parlez de la pieuvre, hein, Oui, en tout cas c'est une image qu'on a souvent, et puis de l'aspiration, hein, par la langue, par... voilà, c'est la circlusion, oui. C'est pas la pénétration du pénis, c'est la circlusion du vagin. Ouais, c'est une succion, une inspiration qui a pas de dents, comme parfois le fantasme du vagin denté. Dévorateur. Mais en fait, non, c'est toute une caresse, c'est une fellation par le périnée lui-même. En tout cas, dans ce livre, votre but, c'était vraiment de montrer à quel point il faut entretenir tous nos organes, du bas, du haut, et que tout est lié, quoi. C'est-à-dire que si on laisse quelque chose qui fonctionne mal, il faut pas s'étonner parce que ça fait escalade, en fait. Hein. Oui, et d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de liens entre les pathologies de la bouche et du nez, de cette sphère ORL, et les pathologies périnéales. Et récemment, il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait plaisir aussi, c'est que on est capable aujourd'hui de détecter et de faire des diagnostics de pas mal de maladies par la salive. Et en particulier l'endométriose, par exemple. Oui. Et du bas. Voilà. Ouais. Voilà. Et c'est bon, voilà, c'est aussi toutes ces notions de masturbation qui rend sourd. C'est des choses qui sont dans le langage populaire, plein d'expressions. Oui, dans le lien du haut et du bas. Ouais, c'est ça. C'est une belle prise de conscience, hein, effectivement. C'est très important. Le tout lié par la respiration. Voilà, tout à fait. Donc, dès la première arrivée au monde, et effectivement... Et vous êtes d'accord que pour avoir une meilleure sexualité, il vaut mieux apprendre à respirer avec le ventre, libérer le diaphragme, parce que sinon on risque d'avoir le bassin un peu fermé. Hein. Oui, beaucoup de blocages, des douleurs d'ailleurs dans les mobilisations, parce qu'il y a quand il y a des difficultés de pénétration, soit parce qu'on a un partenaire très bien membré. Voilà, très bien membré et qui est très excité, puis qui pourrait très bien ne pas pouvoir rentrer. Ou au contraire, quand le partenaire est beaucoup plus âgé et que il bande pas assez. Voilà, il faut l'aider. Et c'est possible en ouvrant plus. Mais ça passe par des positions qui remontent le diaphragme et qui permettent cette aspiration, ou au contraire, on peut s'amuser à fermer, à retenir dedans. Enfin, c'est tout un jeu, en fait. C'est ce que vous dites. En fait, nous, les femmes, contrairement à ce qu'on croit, on est beaucoup plus actives grâce à la connaissance de notre corps et du vagin qu'on ne le fait ou qu'on ne le croit. Hein. Oui, je pense que il y a des cultures où il y a beaucoup plus de culture de cette partie du corps, hein. Ne serait-ce que apprendre à maîtriser, faire pipi sans bruit, par exemple. C'est chez les Asiatiques, des choses comme ça. Mais ça veut dire une certaine maîtrise qu'on n'a pas forcément... surtout pas dans l'éducation physique. On nous apprend pas. Et puis vous insistez aussi sur vous avez déjà même écrit des livres sur ce sujet, l'importance de se tenir droit, parce qu'on s'avachit, on est complètement, on nous a, l'évolution de l'homme nous a permis de nous verticaliser. Gardons cette verticalité, soyons fiers et grandissons. Droit, quoi. Et oui, c'est un peu le propre de l'homme
avec les bonobos, qui sont quand même des gens, c'est une espèce très intéressante au niveau sexuel, les seuls à pouvoir faire l'amour face à face. Mais il faut se placer correctement, parce que si les deux sont cambrés ou pliés en deux, il n'y a rien de possible. Voilà, donc on en apprend vraiment beaucoup. C'est un livre riche. C'est un livre qui peut être à la fois. Je pense qu'il faut aller piquer des petits trucs comme ça, et puis surtout il y a beaucoup d'exercices, pratiquons ensemble. Il y a des exercices qui vous permettront d'être plus à l'aise dans votre corps. Et puis si vous avez des difficultés à faire pipi, à faire caca, eh bien vous allez pouvoir aussi régler tout ça. En tout cas avancer grâce à vous. Merci beaucoup Bernadette de Gasquet d'être venue nous parler de ce livre, Les voies secrètes du plaisir de la bouche au périnée. Mettez tous vos sens en éveil. C'est aux éditions de La Musardine. Merci beaucoup Sandy Boulanger. On peut vous retrouver sur votre site sandyboulanger.fr. Tout de suite vous retrouvez Alexandre Delovane et on va parler lundi d'un beau sujet avec Marc Vella qui a créé l'école de la fausse note et on va parler de ces fausses notes en amour, ces fausses notes dans le domaine sexuel. Eh bien vous allez voir, c'est pas mal de faire des fausses notes de temps en temps.